Hop là. Alors Félix, qu'est-ce qu'on voit au large là? Oh là là. Pas grand chose. Tu veux regarder? Ah ouais. Il y a un petit trépied là-bas, là, Il y a un avec peu son de vent. petit bec rouge. T'as Tout pas un grand-chose. art de savoir regarder. Après, ça vaut bien le coup. Hein. La dernière fois, tu vois, j'étais en train de marcher comme ça, juste le long de la côte, sur les rochers. Et là, il y a vraiment un truc mais énorme qui est sorti. Une Énorme, grosse bête. énorme. Ah, énorme, genre 2 mètres. Et c'est pas un dauphin. C'est pas un phoque. Genre un requin, quoi. Mais non. C'est un requin, Un vrai requin. Avec des vrais dents. ici. Ici. Un gentil requin? Gentil, ouais, il ressemble au requin blanc, c'est un cousin, tu vois. c'est Un à peu gentil près la requin. chose. Plutôt gentil, mais c'est le requin taupe, tu vois. Il est sympa, mais Et si on va se baigner là, si on va le voir? bah, c'est sympa. Tu peux venir, tu mets ta combi, puis on y va. Quoi. Allez, c'est parti. Allez. C'est du haut de ces rochers que je l'ai aperçu pour la première fois, il y a maintenant 10 ans. Et j'aimerais aujourd'hui savoir pourquoi l'un des plus grands prédateurs de nos océans s'est établi à cet endroit très précis des Côtes d'Armor. Le requin taupe est une espèce menacée, un animal sauvage et puissant, pouvant atteindre 3 mètres pour 250 kg à l'âge adulte. Il se nourrit essentiellement de poissons et n'a donc rien du prédateur sanguinaire que le cinéma aime à nous faire voir. Mais que sait-on exactement de lui ? Sa présence ici est-elle compatible avec les activités humaines ? Et si oui, à quel prix ? Je m'appelle Félix Survois, je suis réalisateur animalier et mon enquête commence maintenant. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu parler du requin taupe? Oui, Ça vous parle un peu? oui. Vous l'avez vu souvent ici? Non, non, on voit pas. Et les gens qui les voient, alors ils sont où à peu près? Vous savez un petit peu? Parce que Kevel. juste derrière, là-bas. Ouais, voilà. Juste en sortant du port, là à droite. Là. Ouais. Excusez-moi, juste pour information, est-ce que vous auriez vu des requins taupes? Moi, je cherche des informations sur ces requins. Est-ce que ça vous parle? Ah ouais, même au croisier, des fois, ils viennent tourner autour des casiers. Et jamais ils attaquent le poisson que vous remontez? Ou est-ce qu'ils tournent autour? Vous en avez perdu des fois? Si. Des gros requins, du coup? Ah, des gros, oui. Oui. Oui, des petites bêtes de 2 mètres, 2 mètres 50. Hein. Et ils ont un poisson préféré? Ils s'en foutent, Peu je crois importe. qu'ils veulent Tout ce que manger, vous c'est remontez. tout. Même des fois, ils viennent pour me manger, ils viennent taper pour jouer, je sais pas, ou se gratter sur le fond des bateaux, hein, c'est marrant. À Ploumanac, le squale alimente les conversations autant qu'il suscite l'intérêt des scientifiques. J'enfile ma tenue d'investigation subaquatique et embarque avec l'association des requins et des hommes qui mène régulièrement depuis 2 ans des campagnes d'études sur le site. Comment est-ce que tu fais pour trouver un requin dans une eau comme ça, une surface aussi énorme et avec une eau qui n'a pas l'air particulièrement claire? En fait, c'est une combinaison de facteurs. Hein. C'est aussi le fruit de pas mal de travail depuis plusieurs années. Ici, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur ces zones. Il y a des types d'habitats qui sont plus favorables que d'autres. Et quand on combine tout ça avec la connaissance aussi empirique et la connaissance des anciens pêcheurs, des gens qui connaissent bien la zone, voilà, on a réussi à identifier un certain nombre de spots, hotspots, on appelle ça en anglais, où potentiellement on arrive à les trouver. Pour confirmer la présence des animaux dans la zone, les scientifiques utilisent ce concentré de technologie. Une pompe à eau capable d'isoler les traces d'ADN laissées par les animaux dans l'environnement. Les échantillons récoltés seront analysés ultérieurement en laboratoire. La technique est nouvelle et très prometteuse.
À terme, le but, c'est au final, avec ce genre d'outil, si c'est validé comme technique, de pouvoir savoir où sont les requins sans même rentrer dans leur milieu ou juste simplement en filtrant l'eau qu'on a autour de nous. C'est un peu ça. C'est l'idée. Alors on n'en est pas encore Ouais. là, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça va dépendre de la courantologie de la zone. Les fragments d'ADN peuvent provenir de plus ou moins loin. Et pour l'instant, dans cette première phase du projet, on a filtré de l'eau sur les zones où on avait des présences de requins. Donc, l'idée, c'est déjà de valider et d'être certain à l'endroit où on savait qu'il y avait un requin, puisque nous, on le voyait, on était présent avec lui, qu'on est, avec les différentes méthodes qu'on utilise, capable de le détecter également après nos filtrations. À 20 mètres au large. Là, tu vois, là où il y a, le petit caillou là, qui ressort. Après, tu as la trace. Là, tout droit par là, vous allez le trouver, il est dans la zone. Hier, il était entre 14 et 17 mètres vers 11h10. Ok. Tu peux mouiller Est-ce qu'il y a un risque de plonger avec ce requin ou est-ce que c'est totalement inoffensif? C'est des requins qui ont une gueule relativement petite en fait, hein, même si elles sont garnies de dents évidemment comme chez tous les requins. Mais il se nourrit de petits poissons pélagiques, donc il n'y a aucun problème à pouvoir les observer de près. Voilà, simplement on reste à distance. S'il vient vous voir, on laisse venir et on ne touche pas, on ne fait rien et tout se passera bien. Bon bah super. Donc là l'idée c'est de me mettre à l'eau avec vous. Je peux venir avec vous, juste récupérer les outils scientifiques pour voir comment ça se passe. Pas de problème, t'es bienvenu. Top, bah je mets mes palmes, on est parti. Ok, allez, on y va. L'association pratique également la photo-identification. Cette méthode consiste à filmer plusieurs heures sans interruption la vie sous-marine. Notre mission du jour, remonter une caméra autonome. Le dispositif est resté sous l'eau toute la nuit. Armel et son équipe espèrent qu'il aura pu capter quelques images exploitables de requins. Tu vois, ouais, on a tous les répertoires qui correspondent à chaque journée où on est allé sur le terrain. Ok. Et en fait, ça, c'est référencé après et analysé. Et on réalise une photo propre à chaque animal. Ok, là c'est Fanny par exemple. Fanny c'est le nom du requin? Ouais. Ils ont Ouais. tous un nom? Pas tous, non, pas tous. Mais bon, au tout début, voilà, on a donné quelques noms. Et puis, faut dire que Fanny, c'est un peu notre chouchoute. On l'a vu, on l'a vraiment vu plusieurs fois. On l'a vu 9 fois en tout. Et donc là, Qui vous bouge, identifiez chaque individu et après, tu fais une sorte de trombinoscope de tous les requins que tu vas avoir, c'est ça? Tu répertories tous les requins que tu vas Ici, avoir. on a tout le trombinoscope Là-dedans, de tous là. les animaux. Là, Ouais. donc là, ici, j'ai toute la classe des requins. La classe des requins, ouais. C'est une grosse classe. Donc c'est ton catalogue et c'est là où tu références du coup toutes les petites tâches, toutes les petites spécificités de chaque requin, quoi. Exactement. Donc ça, c'est mis à jour aussi parce que comme il y a des animaux qu'on a revus plusieurs fois, il y a des traces qui apparaissent, d'autres qui disparaissent parfois. Il y a des choses qui vont se cicatriser. On sait que les requins ont un niveau de cicatrisation extrêmement important. Et ça, on a pu aussi le documenter à travers cette méthodologie en revoyant plusieurs fois une des femelles qui s'appelle Mylène, elle, et qui avait été extrêmement abîmée sur le flanc. Et 60-64 jours plus tard, en fait, 75% de la cicatrice avait déjà disparu. Ok. Et là, au final, au fur et à mesure des années, vous avez identifié combien de requins dans la zone? Alors là, on est à 134 animaux différents. Ah oui, carrément. Ouais.
Ouais. Depuis les 3 ans, on a commencé cette approche en apnée. Et là, par exemple, 134 requins, ça veut dire quoi pour ce site, grosso modo? Est-ce que ça veut dire que c'est un site important? C'est un site comme il y en a beaucoup d'autres à travers le monde? Bah, je dois dire que pour l'instant, c'est quand même quelque chose qui est unique au monde. En tout cas, la connaissance d'un endroit comme ça, où on est en capacité d'approcher des animaux pour pouvoir les étudier, ça n'a été identifié nulle part ailleurs encore dans le monde. Dans ma quête, j'ai retrouvé ces archives tournées à bord d'un bateau de pêche de l'île Dieu dans les années 60. J'y découvre que la pêche au requin-taupe commun a été autorisée en France jusqu'en 2010. Les captures se faisaient au printemps et en été à la palangre, une corde immergée entre deux bouées et sur laquelle sont répartis plusieurs dizaines d'hameçons. Les animaux étaient alors commercialisés sur les étals des poissonniers sous le nom de veaux de mer. Cette pêche professionnelle se pratiquait dans une zone très éloignée du continent, alors que dans les Côtes d'Armor, les scientifiques observent les requins très près de la côte. Viennent-ils chercher ici de la nourriture ou un lieu tranquille où se reposer ? Pour en savoir plus, je dois faire quelques kilomètres plus à l'ouest. À Brest, j'ai rendez-vous avec l'association pour l'étude et la conservation des sélaciens. Sur la dernière session, là, on a recapturé un individu. Cela fait près de 3 ans que ces scientifiques travaillent sur le projet LAMNA, une étude consacrée au déplacement de ce groupe de requins. Bonjour, Bonjour Eric. bienvenue. Merci. Je Beaucoup suis content de découvrir vos locaux. Je l'avais jamais vu. On va s'installer là si tu veux. Ouais, je veux bien que tu m'expliques un peu comment est-ce que vous y prenez pour étudier le requin-taupe. Donc ça fait quelques années qu'on s'intéresse à cette espèce-là. Et nous, l'objectif du projet là, qu'on a lancé, c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment les requins qu'on observe là dans le Trégor, comment ils utilisent cette zone et donc de mieux comprendre leur déplacement. Et donc pour ça, en fait, il y a une méthode qui est couramment utilisée, c'est d'équiper les requins de balises de suivi. Et donc nous, on pose des balises de suivi par satellite, en fait, qui vont permettre d'étudier les déplacements à grande échelle. Ok, donc vous accrochez une balise, c'est ça, techniquement, vous accrochez une balise Exactement. sur le requin. C'est ça. Il promène sa petite balise. Exactement, c'est ça. Et donc, on a été obligé de mettre au point une méthode de capture des requins pour pouvoir les ramener le long du bateau, les immobiliser et poser la balise correctement. Tu me montres un peu à quoi ça ressemble? Ouais, du coup tu vois, regarde. C'est en train de partir. Je suis pas sûr. Donc, il y a un premier bateau, donc celui qu'on voit là à l'image, qui est le bateau de l'équipe pêcheur, entre guillemets. Donc, en fait, c'est eux qui vont faire la première étape du travail. Ils vont capturer l'animal, le ramener le long du bateau. Effectivement, les requins qu'on capture, là, ils font en moyenne aux alentours de 2 mètres, voire un peu plus. Et là, tu vois, nous, on arrive avec le semi-rigide et à ce moment-là, on embarque sur le bateau pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire. Donc là, on mesure le requin, on va déterminer son sexe. On en profite pour faire quelques prélèvements. On fait des prises de sang, on va faire une petite biopsie. Ça va nous permettre de faire des analyses aussi qui vont compléter les données qu'on va récupérer avec les balises. Et on pose la balise en plantant une petite fléchette sous la peau. Donc voilà, on met tout en œuvre pour ne pas blesser, en tout cas ça leur fait un petit piercing forcément, mais de blesser le moins possible l'animal pour pouvoir le relâcher dans de bonnes conditions. Comme ça ? Ok. Quels sont les premiers résultats que vous avez obtenus justement? En fait, ils restent pas collés aux eaux du Trégor, mais ça reste quand même des déplacements principalement à l'échelle de la Manche. Un petit peu quelques excursions à la sortie de la Manche jusqu'en mer Celtique, en bordure du plateau continental. Et on a seulement 2 individus sur les 20 qu'on a marqués qui ont fait des déplacements beaucoup plus importants. Une jeune femelle qui est montée quasiment jusqu'en Islande et une femelle mature, une grosse femelle qui, elle, est partie à peu près au milieu de l'Atlantique avant de faire demi-tour. Oui, donc c'est un peu ça l'idée, c'est de savoir si on a
une population en quelque sorte? Ce sont des requins qui sont pas endémiques, mais Oui. qui habitent vraiment ici, la Manche, ou est-ce que c'est au contraire une sorte de carrefour, un croisement entre plusieurs populations? Ouais. C'était un peu ça la Exactement. première question que vous Oui. vous posiez. j'imagine. Effectivement, puisque en fait, on est sur une espèce considérée comme menacée, avec des enjeux de conservation forts. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre quelle est l'importance de cette zone au cours du cycle de vie de l'espèce. Mais il y a quelque chose qui nous interpelle quand même un petit peu, c'est que en fait, tous les individus qu'on a capturés dans le cadre de ce projet dans les eaux du Trégor Golo sont toutes des femelles. Ouais. Et donc ça pose quand même vraiment question. Est-ce que c'est quelque chose en rapport justement avec le cycle de reproduction de l'espèce? Est-ce que les grosses femelles qu'on observe sont en phase de gestation? Est-ce qu'elles portent des petits? Est-ce qu'elles ont déjà donné naissance aux petits? Tout ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas encore la réponse et qui nécessiteraient qu'on poursuive nos travaux avec d'autres approches justement pour essayer de répondre à ces questions-là. Comment le requin taupe s'est-il retrouvé dans les eaux costarmoricaines? Les scientifiques peinent encore à l'expliquer. Relativement confidentielle au départ, sa présence est aujourd'hui devenue un secret de polichinelle. Il faut dire que le tourisme draine ici des milliers de visiteurs chaque année et que des interactions entre l'homme et l'animal sont régulièrement rapportées dans la presse locale. Mais un phénomène nouveau vient aujourd'hui diviser le monde scientifique. Le développement de la plongée, dite de loisir, au contact de l'animal. Nous, aujourd'hui, on se questionne vraiment là-dessus, justement en raison du fait que on manque encore vraiment de connaissances et qu'on n'ait pas encore bien compris ce qui se passe à cet endroit-là, quelle est l'importance de cette zone. Donc voilà, nous, la question, c'est pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est comment on le fait, est-ce qu'on se fixe des limites, comment on encadre les choses. Donc la question, elle est vraiment là, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? Et Comment, du coup, comment, voilà, comment est-ce comment qu'on on gère ça? L'association des requins et des hommes y voit quant à elle l'opportunité de développer une science participative. Elle s'est ainsi rapprochée d'un club de plongée pour accompagner les passionnés sur la zone. Les photos de requins collectées pourront ainsi compléter le catalogue d'identification, comme aujourd'hui avec ce groupe d'apnéistes allemands. Là, elle est bouchée un peu. Pas de l'air qui va... Non, ça va. Les échanges qui se passent avec ce groupe-là, ils sont intéressants parce que c'est des personnes qui ont l'expérience aussi sur d'autres zones où les requins donnent aussi lieu à des plongées d'écotourisme. Donc on échange aussi beaucoup autour de ça pour essayer d'améliorer les pratiques et puis s'assurer que les choses se fassent en bonne intelligence avec les personnes qui veulent profiter du spectacle. Si vous êtes à l'aise et que vous n'avez pas peur d'avoir froid, vous pouvez venir avec nous. Mais attention, il y a un code de conduite à suivre. Il ne doit pas y avoir plus de 6 personnes à l'eau en même temps. Et gardez bien en tête que si nous avons la chance d'avoir la visite d'un requin, on ne le touche pas, on ne le harcèle pas et on ne l'encercle pas pour ne pas lui faire peur. Ouais. Je me sens aussi bien dans le monde des hommes que celui des requins. J'essaye de créer un lien, une passerelle entre les deux. Pour moi, il n'y a rien de plus puissant que d'expérimenter cette situation de rencontre avec le requin. On peut aller à des conférences, regarder des images, mais de voir le requin là et d'être à ses côtés, de sentir sa présence impressionnante, ça te change profondément et ça peut provoquer un déclic dans ta tête, dans ton cœur et dans tout ton être. Il y a un filin en fait qui est accroché à cette bouée avec 4 mètres un petit peu d'appât qui est destiné à donner une trace de rente pour peut-être préciser aux animaux qu'il y a quelque chose d'intéressant à venir voir s'ils ont envie de venir nous visiter.
et ça va nous servir aussi de point d'accroche pour savoir se repérer et faire nos apnées sur la zone. Le cover de la caméra de... Si. Ouais, ok. Des fois, tu as de la chance et tu peux avoir 20 requins autour de toi. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. On a démarré au lever du jour, là il est 19h. On a passé quasiment 12 heures dans l'eau, puis pas de requins. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais au moins la mer est belle ici, avec ce super coucher de soleil. Et puis on a passé une très belle semaine en France et en Bretagne. Oui, vraiment, on apprécie d'être ici. Ploumanac serait-il devenu le spot d'observation de l'espèce dans le monde ? Il suffit de quelques clics sur Internet pour s'en convaincre. Au moins 2 tours opérateurs canadiens et américains proposent de plonger avec le requin breton comme avec l'anaconda du Brésil. Une croisière a eu lieu en 2023 et d'autres sont d'ores et déjà programmées pour les années à venir. Je m'interroge sur la frontière qui sépare la recherche scientifique d'un écotourisme très lucratif. La présence de plongeurs peut-elle déranger l'espèce ou influencer le comportement de certains individus ? J'aimerais savoir ce qu'en pense le chef opérateur sous-marin Yannick Chérel. Il a plongé à de nombreuses reprises pour réaliser ces images. Quand je les vois passer à côté de moi, ils sont assez placides. On sent un animal très vif, c'est un squaliforme, donc vraiment taillé pour la course. Et on sent que le moindre coup de queue, voilà, c'est une accélération très, très rapide. Mais en l'occurrence, quand ils viennent à ma rencontre, eh ben, ils sont assez tranquilles et on sent voilà, qu'ils passent à côté dans ma bulle de visibilité et ils finissent par disparaître aussi tranquillement qu'ils sont arrivés en fait. Les observations que j'ai faites sont des observations sans appâtage parce que c'est ce que j'ai envie de faire comme rencontre et du coup les comportements que j'observe ne sont pas biaisés par le fait d'apporter de la nourriture. Apporter de la nourriture ou une information olfactive de nourriture, ça peut complètement biaiser le comportement des individus qu'on va observer. Les plus gros individus peuvent atteindre 3 mètres. J'ai pu le voir en Amazonie avec des dauphins roses de l'Amazone. Où voilà, moi j'avais la chance de pouvoir les filmer et puis en fait je me suis rendu compte qu'ils étaient attirés par des Indiens du coin avec des poissons et qu'ils ramenaient des touristes américains pour se mettre à l'eau avec, les prendre dans les bras, etc. Voilà, ça provoque vraiment quelque chose, une habituation chez l'espèce, chez certains individus. Et ça provoque sûrement des contacts qui n'ont pas lieu d'être. Un dauphin n'a pas forcément envie de se faire câliner par un Américain en gilet de sauvetage, quoi. Et voilà, j'observe ça régulièrement dans différents endroits du monde. Et moi, ça me pose problème. Ouais. Développer une approche éthique, c'est ce qui anime aujourd'hui la communauté scientifique comme les institutions publiques. Avant de quitter Ploumanac, je vais rencontrer le Conservatoire du Littoral. En tant que gestionnaire du site, il réclame une réunion rapide de tous les acteurs concernés. Là, tu es quand même ici sur un site qui est bien fréquenté, voire des fois trop fréquenté. J'imagine que c'est quand même une partie de votre travail. Là, avec cette problématique du requin, c'est le même type de problématique en quelque sorte qui est en train de se poser dans l'eau, plus sur Terre, mais dans l'eau. Comment est-ce que vous appréhendez ça, vous gérez ça justement ? Aujourd'hui, notre crainte, c'est d'avoir un public supplémentaire à occuper soit nos parkings, soit nos équipements et aménagements du littoral. Et éventuellement, après, sous l'eau, c'est des conflits peut-être d'usage, mais on n'est pas à l'abri qu'avec une présence accrue de plongeurs, forcément, la probabilité d'accident ne peut qu'augmenter en fait.
Le risque, surtout, c'est de voir éventuellement les services de l'État ou la police de l'environnement, d'une manière générale, dire stop, de base. Peut-être par principe de précaution, peut-être parce qu'on aura fait face à un accident en plongée. Le but, c'est de ne pas en arriver là et justement de ne pas casser tout le travail qui a déjà été fait de sensibilisation à cette espèce. Et... Le risque, c'est en cas d'accident, peu importe l'accident, c'est qu'on dise, on vous l'avait dit, c'est un requin, c'est pas gentil, c'est méchant. Je termine mon enquête avec l'impression que la vie du requin taupe conservera encore longtemps une part de mystère. Et peut-être que c'est finalement pour lui le meilleur moyen de rester à l'écart des hommes.